Bonjour, bonjour, et ravi de vous retrouver ce matin. Excellent réveil pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Différentes thématiques seront développées, notamment par les membres de l'équipe, à l'instar de Samira Hadjamar qui nous fait découvrir un des multiples trésors de notre musée des Antiquités, en l'occurrence les tablettes d'Adri. Oui, bon elle nous en dira plus tout à l'heure. Là, j'ai perdu le nom. Et puis, il s'agit d'un trésor, jalousement couvé par notre musée national des Antiquités et qui nous ramène vers une époque un peu méconnue, celle de l'arrivée des Vandales dans notre pays. Et puis, nous aurons aussi le plaisir de retrouver une des pépites algériennes qui évolue à l'étranger et qui nous représente dignement parmi la diaspora établie notamment aux États-Unis. Cette fois-ci, il sera question de Yassine Rahmoun qui sera l'invité de Fela Benour dans Jalia DZ. Il est expert en nouvelles technologies, établi à la Silicon Valley en Californie, et bien sûr son parcours exemplaire nous sera relaté par celle-ci. Donc dans notre matinale, nous aurons aussi le plaisir de mettre en valeur un travail littéraire, notamment l'ouvrage récemment sorti par Abdel Fattah Moslem, cet auteur originaire de Sidi Bel Abbès qui raconte avec force de détails une histoire romancée, celle de Wahida. Donc c'est l'intitulé de cet ouvrage sur lequel on va opérer un gros plan ce matin pour parler justement de tous les problèmes sociaux, mais aussi de toute une étude quelque part sociologique d'une micro-société, celle établie dans cette région d'Algérie qui est Sidi Bel Abbès notamment. Et puis nous aurons aussi le plaisir de parler de notre faune, oui, notre faune qui est extrêmement riche, et puis de conservation de la biodiversité dans notre pays, et notamment pour ce qui relève de la faune sauvage. Pourquoi, vous me direz, spécialement la faune sauvage aujourd'hui? C'est parce que on célèbre la journée mondiale de la vie sauvage et on va parler justement d'espèces en voie de disparition, d'espèces rares retrouvées chez nous également, avec notre invité Salah Moukran, ancien directeur justement d'un projet national qui est relatif au parc culturel algérien. Actuellement, il est inspecteur du patrimoine culturel au parc de la Gare et son témoignage nous permettra de connaître un petit peu cette faune un peu particulière et aussi ce qui fait un petit peu la spécificité de notre pays. Merci encore une fois pour votre attention. Nous sommes ravis de vous accompagner jusqu'à 9h30 et comme d'accoutumé, on vous offre d'abord la possibilité de connaître le temps d'aujourd'hui. Et oui, c'est à travers la météo qui est signée aujourd'hui Amel Haribi. C'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Nadia, ça va? J'arrive toujours à vous tirer des sourires le matin. Ah oui, franchement. Je suis un véritable Gaston Le Gaffe en coulisses. Ils n'ont rien vu. Heureusement, Ils n'ont rien vu. Tout se passe bien, voilà. Et d'ailleurs, on va tout de suite vous décoder les cartes. Elle sait si bien le faire, beaucoup mieux que nous tous ici réunis. Et bien tout de suite, on va voir ce que nous disent les cartes par rapport aux nouvelles du ciel. Allez-y, Amel, merci. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Eh bien, c'est la joie aujourd'hui de la pluie sur une grande partie des régions nord, d'ouest en est. Eh bien, le ciel se montrera le plus souvent nuageux à l'ouest, au centre, également à l'est, accompagné de quelques averses de pluie. Et ces pluies sont parfois accompagnées de grêles sur les côtes ouest et centre. Et probabilité aussi de quelques flocons de neige sur les sommets du Durdura durant cette matinée. Et aussi, cette pluie gagneront ces pluies et les régions l'est en cours d'après-midi. À noter des vents forts sur pratiquement tout le nord, près des côtes, également sur
les hauts plateaux et ces vents peuvent atteindre parfois les 80 km/h sur les côtes centre et est. La moitié sud, eh bien, le ciel restera généralement dégagé à partiellement voilé, avec aussi des vents forts vers le Bécharoua, le Nord Sahara, les Oasis, le Gartassili et l'extrême sud, qui vont engendrer des sommets de sable. Donc soyez très très prudents. La visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt agréables et de saison. Le minimum 11 degrés Sétif, Constantine, 14 Tizi Ouzou, 13 degrés à Tiaret, 15 Tlemcen, Al-Bayad, également Batna, 13 degrés à Djelfa, 15 degrés à Alger, 12 à Annaba, 16 degrés à Oran, au sud 24 degrés à Bécha, 25 Gardaya, 26 degrés à Biskra, 29 Ilizi à Drar, 28 Tindouf, 30 degrés Tamanrasset et Janet, et enfin 34 degrés le maximum à Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera très agitée sur pratiquement toutes les côtes. Des vents forts jusqu'à 80 km/h sur les côtes est, 50 sur les côtes centre et même parfois les 80 km/h durant la journée, 70 km/h sur les côtes ouest. Les vents seront de secteur ouest à nord-ouest sur les côtes ouest et centre et ouest à sud-ouest sur les côtes est. On va faire un petit tour vers l'Amérique du Nord où le temps restera plutôt pluvieux. Du côté de Miami et Vancouver, passagèrement nuageux à Dallas, Montréal, également New York, peu nuageux en Californie, Mexico et Washington. Le mercure affichera 6 degrés à Vancouver, 8 à Montréal, 18 New York, Washington, 27 à Dallas et Miami et le maximum cette fois-ci à Mexico avec 28 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment Amel pour toutes ces précisions. On vient de voir la carte d'Amérique du Nord avec ce petit soleil un peu timide sur la Californie. Exactement, pour notre invité qui viendra. Bon, ne sera pas tellement dépaysé dans la mesure où il fait à peu près le même temps actuellement que chez nous. Surtout côté température, oui. Voilà, la Californie qui abrite, rappelons-le, l'un des les plus grands carrefours des scientifiques de tous bords et des créateurs de start-up, la Silicon Valley. En l'occurrence, c'est justement notre invité aujourd'hui, expert en nouvelles télétechnologies, sera en compagnie de Fla, bien sûr, pour revenir sur cette success story, donc qu'on sera ravis de découvrir avec vous ce matin. En tout cas, ravi également de vous accompagner jusqu'à 9h30 pour ceux qui ne le savent pas. Donc nous avons plusieurs thématiques. Et bien sûr, on a coutume dans cette émission d'offrir une chanson en hommage à la Palestine, en hommage à ce peuple meurtri, en hommage aux martyrs de Gaza, notamment à tous ces enfants, à toutes ces femmes, à tous ces vieux, à tous ces êtres humains qui ne sont même pas considérés comme tels dans cette enclave nommée Gaza. Donc on est ravis de vous offrir aujourd'hui une chanson interprétée par Michael Hart, We Will Not Go Down. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar
debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Tonight. Voilà, nous sommes ravis ce matin d'ouvrir cette édition de Bonjour d'Alger avec un premier invité qui nous vient de Sidi Belabès. Il est auteur de plusieurs romans, notamment donc celui qu'on présentera ce matin, Wahida en l'occurrence, sorti aux éditions Khayal, mais il est également l'auteur des Écumes du temps, un recueil de poésie qu'il a sorti en 2018, également Naufrage d'une famille, un roman, donc également sorti en 2022, et puis il y a eu La Visite également, un essai publié en 2020 pour cet auteur qui est plein de sensibilité et qui nous raconte, qui décortique un petit peu la société algérienne à travers justement un micro-environnement, celui donc de l'ouest du pays, donc un environnement qui lui est proche. Donc l'histoire se déroule dans la ville natale notamment de notre auteur qui est parmi nous, qui a fait le déplacement pour Bonjour d'Algérie. On est ravis de vous recevoir, Abdel Fattah Meslem. Merci de m'accueillir. On est ravis de vous retrouver ce matin pour parler un petit peu de cette belle ville de Sidi Belabès qui apparaît en filigrane dans votre ouvrage. De temps en temps, vous injectez des repères qui nous rappellent qu'on est bien à Sidi Belabès. Bien entendu, je suis natif de Belabès, une ville que j'aime beaucoup, oui, qui m'a presque tout donné. Enfin, c'est une belle ville agréable à vivre. Voilà. En tout cas, vous êtes passionné de littérature, mais aussi de philosophie. Et donc, oui. Sincèrement, c'est mon domaine de prédilection. Oui. C'est mon domaine de prédilection. J'ai toujours été. D'ailleurs, certains philosophes ont façonné ma pensée. Ont façonné. J'ai même cité 3 grands philosophes Arthur Schopenhauer, Averroès, Leibniz. J'adore la philosophie. Mais qu'est-ce qui vous séduit le plus dans cette philosophie un petit peu qui est médiévale, on dira? Donc c'est l'époque que vous préférez le plus, non? Oui, tout à fait. J'adore cette. Qu'est-ce qui vous séduit dans ces penseurs? Enfin, l'Occident a toujours été fasciné, obsédé par cette idée que tout venait de l'Occident, tout venait de la Grèce antique. Alors que non. Il y a, je ne peux pas nier Platon, je ne peux pas nier Spinoza, je ne peux pas nier... Mais Platon, sans la lecture des musulmans, on dira, ou des penseurs d'Andalousie, il n'aurait pas eu autant d'impact sur l'évolution de la science et de la pensée humaine, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que, si ce n'était pas les Averroès en l'occurrence, l'Occident n'aurait pas pu bénéficier de cette philosophie antique. Donc, très bien. El-Kindi, El-Farabi, c'est de la philosophie pure et dure. Oui. Et pourtant,
vous êtes diplômé en chimie alimentaire, donc un domaine vraiment scientifique, mais qui est loin de la littérature. Mais votre passion vous a conduit à un petit peu décortiquer la société, à parler des émotions humaines à travers la poésie tantôt, à travers les récits aussi que vous développez. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Wahida. Dans Wahida, donc, on va donner un petit résumé, si vous le permettez, aux téléspectateurs. Donc voilà, donc il s'agit d'un chauffeur de taxi nommé Jamel, qui a un cœur généreux, en tout cas, qui croise le destin de Wahida, donc l'héroïne de votre ouvrage, sa voisine de 22 ans, atteinte d'une déficience intellectuelle. C'est ce qui fait la particularité de ce personnage. Donc un amour tendre les lie, ils finissent par se marier, essayer du moins de se marier malgré les interdits, malgré les obstructions et les difficultés qu'il rencontre. En tout cas, Jamel est en proie à des sentiments qui le tourmentent, son désir donc parfois, et puis une désillusion donc, à laquelle il fait face durant un périple qui mènera donc les acteurs principaux de cet ouvrage, voilà, dans différentes situations qui vous permettent à vous de raconter plusieurs histoires. En fait, il n'y a pas que l'histoire centrale qui est celle de Wahida, n'est-ce pas? Je dirais que c'est un roman total, polymorphe à plusieurs facettes. Absolument, absolument. À plusieurs facettes. Je ne vous cache pas que Tolstoï a été pour beaucoup. C'est celui qui a façonné Dostoïevski, ils ont passionné ma pensée. Donc c'est un roman total. Vous voulez une histoire d'amour, vous l'avez, même si elle est cruelle. Vous voulez il y a une intrigue policière, en flic, voilà. Voilà, vous voulez une énigme policière, vous l'avez. Vous voulez des problèmes d'ordre métaphysique, vous les avez. Donc j'ai voulu bousculer le lecteur pour ne pas être... Un roman linéaire ne m'intéresse pas, c'est lassant. Donc j'ai voulu pousser le lecteur, enfin le rendre mal à l'aise. Et bien évidemment, l'histoire en fait est une porte-entrée. Absolument, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas en lisant le livre. J'ai senti qu'il y avait une volonté de raconter des petites histoires et aussi de mettre comme ça une loupe sur certains aspects. Vous racontez les maux et les souffrances dans un hôpital. Voilà, les clivages qui peuvent exister en fait, entre la mort et la maladie. En fait, je suis quelqu'un de très susceptible aussi. Je m'intéresse aux problèmes d'ordre existentiel. Je m'inscris dans l'universalité. Je m'inscris dans l'être humain ne cesse de se poser des questions, ne cesse de pousser son effort réflexif. Donc, Wahida, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus une porte d'entrée. Et justement, quand vous parlez de cette réflexion profonde que vous essayez de traduire par la narration d'un personnage comme ça qui est discret, observateur un petit peu de tout ce qui se passe et qui est très présent, mais que j'ai eu du mal à identifier parfois. On se demande qui est le narrateur de temps en temps. Oui, tout à fait. Vous ne l'avez pas nommé, vous ne lui avez pas donné un nom, c'est pour ça. C'est une narration fictive, je l'ai fait exprès au fait. Parce que c'est mon style. D'accord. C'est votre style, justement. Et puis, ça m'a intriguée, cette manière de dire le voisin de, le père du voisin de. Oui. Pourquoi vous ne les avez pas nommés directement? Ça m'a intriguée. C'est une manière de. Oui. C'est une manière d'écrire. L'anonymat, j'aime bien parfois l'anonymat. D'accord. J'aime bien l'anonymat parfois. Donc, je laisse le soin au lecteur de faire des efforts lui ici, de l'intriguer. C'est crime et châtiment aussi. Hein. C'est crime et châtiment, c'est les intrigues. Ce n'est pas une platitude dans la lecture. Absolument. En tout cas, une réflexion profonde sur la notion du destin. Donc pour certains, qui pensent que tout est acquis, beaucoup de situations comme ça les révèlent à eux-mêmes, révèlent aussi la difficulté de leur choix dans la vie.
Oui, enfin oui, oui, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a du Spinoza aussi. Il y a un peu de tout. Il y a le fatalisme, cette manière de vouloir expliquer tout par un fatalisme réducteur. Voilà, alors que souvent c'est pas le cas. Absolument, dans la mesure où nos choix impliquent des Tout à fait, conséquences. Et c'est ce que vous essayez quelque part de raconter. Tout à fait, tout à fait. À travers la désillusion de Jamel à un moment de l'histoire, on sent que voilà, il y a une remise en question par rapport à des choix initiaux, un autre chemin qui s'ouvre, un autre amour, une autre idylle. Oui, parce que Jamal était entre l'enclume et le marteau. C'était un jeune plein de vigueur. Il n'avait que 26 ans. Il a été, enfin, une déception, non. Une déception, c'est beaucoup plus une compassion. Quand il a découvert que c'était, en fin de compte, une jeune femme quand il lui a fait la proposition de le ramener chez sa mère, elle était pressée de retrouver son chat. Son petit chat, tout simplement, parce qu'elle a un esprit d'enfant. Tout à fait, et bien qu'étant une belle femme, vraiment d'apparence, qui a une forme d'intelligence, parce que vous la présentez comme étant quand même un élément qui a une profondeur de la pensée, et à des moments vraiment très importants. Oui, voilà. Tout à fait, parce que bon, l'attardement n'est pas... C'est vrai qu'il est mental, mais fond, je voulais décrire que c'est une femme qui souffrait au fond d'elle-même. Et le regard de la société vis-à-vis de ces personnes qui souffrent de déficiences intellectuelles, qui ont tout le réflexe, qui pourraient s'épanouir à condition de trouver un corps généreux, comme celui de Jamel. D'évoluer dans un environnement qui les assiste. Un environnement qui les assiste, parce que parfois, il faut dire la vérité, que la société est parfois cruelle. Parfois, là. On ne va pas dévoiler le détail du détail de cet ouvrage. Wahida, dans la fin, c'est une fin que j'ai trouvée complètement ouverte. Est-ce que cela augure d'une suite pour cet ouvrage? J'ai l'impression que l'histoire n'est pas terminée. Parce qu'il y a vraiment des mystères qui ont été légèrement dévoilés, mais pas complètement. Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Normalement, il y a une suite. Ça se ressent. Parce qu'il y a une étrange ressemblance entre Wahida et Wahid. Oui, absolument. Vous le décrivez à la fin du livre. Et c'est pas du tout fortuit, c'est pas aléatoire, c'est pas dû au hasard. Le choix de Wahid et de Wahida, c'est pas dû au hasard. Mais enfin, nous laisserons le... Ah oui, bien sûr. On sera ravis en tout cas de découvrir la suite. On sera ravis aussi de découvrir votre point de vue, parce que voilà, c'est un point de vue qui vous est propre. Et je sais aussi que vous êtes en passe de publier aussi un deuxième recueil de poésie. Entre la poésie et la littérature, comment vous vous sentez? Enfin, je penche beaucoup plus vers les histoires romancées, je veux dire, pas la littérature, parce que je suis bête, la poésie fait partie de la littérature. Oui, je vous ai bien compris. D'accord. Oui, beaucoup plus par la prose, par le roman. Le roman, je ne suis pas tout à fait... Enfin, je ne sais pas si je peux me permettre, mais Camus disait, pour écrire des romans, pour être philosophe, il faut écrire des romans. Moi, je dirais que la poésie, ce n'était qu'un tremplin. Ce n'était qu'un tremplin, mais je préfère beaucoup plus de loin le roman. D'accord. J'essaierai avec... Vous êtes un peu comme votre personnage principal, Jamel, donc un passionné de littérature, un passionné justement des choses profondes, et donc quelque part Jamel vous ressemble, parce que lui aussi il est très, très cultivé. Et il est vrai qu'il est chauffeur de taxi, mais il a eu un cursus universitaire intéressant. Tout à fait. Et dans la vie, on rencontre tellement de gens très intéressants, bien sûr, hormis ceux qui sont dans les universités ou dans les milieux d'élite, on dira. Tout à fait. Enfin, moi, personnellement, je considère que l'écriture est la logique de la lecture. Je ne dis pas que c'est automatique. Certains, comme Émilie Brontë, par exemple, qui ont écrit un seul roman, mais dans la grande majorité des cas, quand on lit beaucoup, et c'est mon cas, enfin, modestement, modestement, mais quand on lit, on a de très fortes chances d'écrire.
Donc, Peut-être. On ressent en tout cas le besoin de transmettre peut-être des choses ou un vécu ou une histoire qui nous a frappé un jour. Est-ce que c'est votre cas en racontant Wahida? Est-ce que c'est vrai que vous dites dans le livre que les personnages sont romancés, voilà, sont dans un environnement fictif, c'est-à-dire c'est de la fiction, mais j'ai l'impression que quelque part des personnages dans la vie réelle vous ont touché, non? bon, écoutez, Il y a une inspiration. vous avez entièrement raison. Oui. Dans la vie, tout le monde influence tout le monde. On est tous influencés par le boulanger du coin, par l'institutrice. Je peux être influencé par vous-même, par le voisin. En fin de compte, c'est l'être humain. Et puis, c'est à lui de façonner tout. Donc, dans le roman, bien évidemment. Absolument. Il y a des influences de mon entourage. Voilà. Immédiat et peut-être même lointain, mais oui. En tout cas, ce sont, Je vous le concède. ce sont différentes histoires, différentes situations qui ressemblent curieusement à notre vie de tous les jours. Bien sûr, certains sujets tabous qu'on n'aborde pas toujours sont abordés également avec beaucoup de finesse et beaucoup de tact aussi. Donc dans votre ouvrage, on pourra découvrir toutes ces histoires qui nous ressemblent. Wahida en l'occurrence, donc c'est l'ouvrage qu'on vous a proposé ce matin. Il est signé Abdel Fattah Meslam, ce passionné de littérature qui nous vient de Sidi Bel Abbès. On a été ravis de vous rencontrer. Donc un petit mot de fin si vous avez envie de dire quelque chose pour conclure. Bon, enfin, je tiens à vous remercier vivement pour m'avoir invité. Vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer. Voilà, je vous suis reconnaissant et merci beaucoup. En tout cas, si vous avez l'occasion de lire Wahida, vous aurez certainement envie de découvrir l'univers de notre invité ici présent, poète et auteur du livre au roman Naufrage d'une famille, La visite, un essai sorti en 2020, mais également Les écumes du temps, donc un recueil de poésie sorti en 2018. Donc aujourd'hui, nous avons présenté surtout Wahida, édition Khayal, donc une maison d'édition de Bourj Bouarelij. Pourquoi pas Sidi Bel Abbès? Vous avez été loin à l'Est. C'est l'éditeur qui a aimé le... Oui, c'était un choix comme ça. D'accord, c'est venu comme ça. Ouais, c'est venu comme ça. C'est le destin, comme vous le dites dans le livre. oui. C'est le destin qui met sur notre chemin. Comme par hasard, ce matin, je lisais l'éthique de Spinoza, donc voilà. Je ne crois pas au hasard. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Voilà, tout est savamment, orchestré par le divin, en tout cas, subhanahu. Merci infiniment. Bon voyage de retour à Sidi Bel Abbès et puis également donc un bon ramadan, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et à toute l'équipe. Merci à ceux qui sont avec nous, qui vont peut-être continuer jusqu'à 9h30 dans Bonjour d'Algérie. Nous vous proposons également des reportages et tout de suite, c'est celui de Faria El-Hamdi qu'on va découvrir. Elle a été à la rencontre de quelques artisans qui exposent actuellement au centre-ville d'Alger. Artistes et artisans de la capitale et des autres wilayas proposent des espaces aux atmosphères chaleureuses au centre d'Alger. Cette exposition fait office de vitrine d'un savoir-faire et permet aux visiteurs de découvrir tout ce que l'on peut réaliser avec les moyens du bord et la panoplie de produits spécifiques à chaque région du pays. جاتني ليدي هكذا برك باسكو انا جو سوي ان انسيان كادر في شركه جي بري ما ريتريت دونك شنو من زمان ديسيني مليح دونك جي ديكوفير مو هكذا قلت بوركوا با كوم انا نحب لا كاسبا بورتون جو نسوي با دو لا كاسبا سي مي بارون كي سون دو لا كاسبا كي نحب هاد لي تروك هكذا مع يما الله يرحمها باريكم تحكي لي على زوج عيون على كذا جاتني هاد ليدي جي في ان اسي خدمتهم هكذا منا لو ترومبلان تاعي سيتي كادر او جوستومون كادر سيتي لوي الترامبلان كيعيط لي عرضني ناخذ وجه العمية جي بيان ترافايي là-bas et voilà هذه هي واش جي شوازي لي 7 فونتين دو لا كاسبا كي اكزيست اكطويلمون تي انسيسترال لو كروشي ناس زمان كانوا البنات يقعدوا في الدار يتعلموا الكروشي يتركوا كوتاج بودي يتعلموا الرنده يتعلموا الطياب مع مواليهم سي اوبليغاتوار chaque jeune fille dans chez elle devait avoir au moins plusieurs travaux à faire. Elle faisait
et le crochet, et la couture. Elle faisait tout, elle faisait tout. Le choix est large pour les amateurs de l'artisanat algérien, qui risquent d'avoir de véritables coups de cœur vu la beauté des produits présentés. Notre objectif principal est la préservation de notre patrimoine ancestral qui représente notre identité, mais aussi de créer des emplois pour contribuer à l'absorption du chômage et au développement de notre économie nationale. Alors même dans le العاصمة, on n'a pas oublié الجنوب بدينا به عطينا له حصة الأسد درنا لها خيمة جبناها لهنا عطينا لها اون غراند توش ارتستيك اللي بالك في الخيم العاديين ما نلقاوش دونك فوالا نلقاو بزاف بصمات تاع الفنانين. Mais au-delà de ces magnifiques articles qui ravissent l'œil, les métiers d'artisans visent aussi à créer de la richesse et de nouveaux postes d'emploi, surtout dans les zones d'ombre, tout en protégeant notre patrimoine ancestral. Je suis crocheteuse depuis des années. Donc, ma mère et ma grand-mère faisaient les aiguilles Bekri. Donc, après, j'ai aimé autre chose, le crochet. Bien sûr qu'il y a... Il n'y a pas une grande différence entre les aiguilles et le crochet, seulement que les aiguilles c'est à deux et le crochet c'est un seul. Je suis formatrice et je suis crocheteuse en même temps. Je forme des filles qui aiment le crochet, qui veulent apprendre le crochet. Je fais tout ce qui est corbeilles, fleurs, quand vous voyez les tapis, des tenues pour bébés. Alors moi je vois aujourd'hui une bonne galerie de culture de toute l'Algérie, surtout des villes comme Tlemcen, la Kabylie, l'Arwa, tout. On voit bien qu'il y a une évolution dans le socio-culturel. Et moi je dis, si vous me regardez, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Voilà. Venez nombreux, l'Algérie c'est un beau pays. L'artisanat traditionnel est un héritage historique, culturel et civilisationnel qu'il faut sauvegarder, encourager et surtout promouvoir pour qu'il puisse être un véritable créateur de richesses pour l'économie nationale, mais surtout un ambassadeur de notre identité à l'échelle internationale. En tout cas, les belles expositions d'artisanat se font de plus en plus fréquentes et tant mieux pour nous. Voilà, j'ai envie de dire. En tout cas, tant mieux aussi pour nous de recevoir tout de suite Fella Bennour dans sa rubrique et son espace Djelia DZ qui nous permet d'avoir une visibilité sur tous ceux qui nous représentent parmi la diaspora. Bonjour Fella. Ravi de te retrouver ce matin, toutes deux blancs vêtues, avec un joli lézard comme ça qui décore. Oui, on va parler de faune, alors c'est pour ça qu'il a attiré mon regard. En tout cas, pas que, voilà, n'est-ce pas? Bon week-end. Alhamdoulilah, oui, très bien, et vous? Ça va. Voilà. Une bonne reprise, une bonne semaine pour tous ceux qui nous regardent, Inch'Allah. Merci. Très bien. Donc, Djelia.dz revient ce matin et on reste aux USA. Oui, comme la dernière fois, la semaine dernière, on a reçu. On était à New York et là, on était à New York aujourd'hui, Californie. Donc, si le rêve américain existe, le rêve algérien est une réalité. Et ce n'est pas mon invité qui dira le contraire, n'est-ce pas, M. Rahmoun? Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Donc, M. Yassine Rahmoun, qui est spécialiste en digital, vous êtes entrepreneur, vous avez aussi lancé des startups, vous êtes chercheur dans les multimédias, donc, et vous êtes même un défenseur de l'environnement. On va en parler tout à l'heure. Donc, pour commencer, vous faites partie de la diaspora ou de la communauté algérienne à l'étranger. Vous avez fait un parcours d'abord en Suisse, puis en Californie, plus exactement en Silicon Valley. C'est là que vous avez détecté peut-être le potentiel et les choses qu'on peut faire en Algérie. Absolument. En fait, la Silicon Valley, c'est là où j'ai été formaté du point de vue professionnel. Mais je sors du moule algérien puisque les plus belles années que j'ai passées, elles étaient au lycée Amar Rachid. Et donc, c'est un endroit unique au monde puisque il y a une telle énergie et une telle dynamique qui fait que
qui a surtout misé sur la gestion des ressources humaines et dans le marketing. Et donc, ça m'a permis de voir le potentiel qui existe, qui est illimité en termes de transformation d'un pays, puisque la Silicon Valley non seulement a transformé les États-Unis du point de vue expérience et processus, et dans tous les domaines, hein, que ce soit l'agriculture, le tourisme, le transport, puisque tous ces aspects-là, tous ces secteurs convergent autour de la technologie. Mais bien sûr, quelques entreprises de la Silicon Valley ont façonné le monde à travers leur rayonnement. Et donc, bien évidemment que nous, étant aussi avec l'association algérienne-américaine que j'avais présidée, on avait toujours cette envie de se dire, mais nous sommes ici dans cet endroit exceptionnel sur la planète, mais que pouvons-nous faire pour le reste de la planète. Dans le reste de la planète, mais surtout pour notre très beau pays qui est l'Algérie. Il y a 2 très bons ponts à San Francisco, c'est le Golden Gate Bridge et le Bay Bridge. Donc on s'est dit, il faudrait qu'on essaie de faire un pont avec notre pays, très cher pays. Voilà. Eh ben, vous me tendez la perche. Comment la diaspora peut aider justement, contribuer au développement de ce pays? Comment, avec la formation peut-être je rappelle que vous êtes parmi les premiers qui ont lancé des incubateurs pour aider des jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, tout à fait, merci voilà. Phil, en fait, pour la question. De toute façon, déjà en 2009, avec un groupe d'entrepreneurs et d'investisseurs, on a pris un thé à la menthe et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre pays. Et là, on avait lancé Algerian Startup Initiative. C'était en fait pour essayer de promouvoir le concept des startups et comment, à partir d'une idée, créer des entreprises. Comment est-ce que la diaspora peut aider? Bien évidemment, c'est qu'elle peut avoir un retour d'expérience, une expertise, des idées, puisqu'ils ont la chance de vivre dans des endroits qui ont des nouvelles technologies. Et donc, on peut absolument bénéficier de leur expérience pour nous apporter. D'ailleurs, il y a eu des exemples concrets de la diaspora qui sont venus s'installer en Algérie, qui ont créé des entreprises. Moi, je ne suis pas tout à fait un fan des membres de la diaspora qui prennent 1 heure par semaine un dimanche parce qu'eux-mêmes sont très occupés avec leur quotidien. Moi, je pense que la question, c'est comment trouver des mécanismes et des moyens pour inciter cette diaspora à venir sur le pont, sur le deck algérien et justement travailler ici ou créer des entreprises et apporter leur savoir-faire. N'oublions pas aussi que c'est des gens qui ont contribué à distance. Je ne suis pas en train de dire qu'à distance, ce n'est pas possible. Je suis juste en train de dire que certains pays, comme Singapour par exemple, qui est passé au premier monde, l'une des forces principales de Singapour a été justement d'identifier la diaspora et de les débaucher pour les ramener dans des secteurs spécifiques. Si on le fait très bien dans le football, on pourrait le faire aussi avec d'autres secteurs. Mais en dehors de la diaspora, moi je rêverais aussi que l'Algérie puisse apporter des émigrés de très haute qualité pour les faire travailler ici. On est un pays continent en Afrique et donc on a tous les moyens pour aussi prétendre à ramener une matière grise étrangère. Mais bien sûr, comme eux ils nous prennent, il y a une saignée de matière grise, il faut qu'on puisse aussi les ramener. Je rappelle que vous êtes à la tête d'une entreprise qui propose des solutions à la transformation digitale. Donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour l'Algérie? Voilà, alors en fait, depuis les US, on avait décidé d'investir en Algérie et la preuve est-il, c'est qu'on a on a créé CaptureDoc en fait qui était l'une des premières entreprises qui a déployé de l'intelligence artificielle en Algérie. Et donc on a eu des prix à l'international. Et c'est aussi une très bonne preuve que l'ingénieur algérien n'a rien à envier à l'ingénieur étranger. Et donc on a mis des solutions qui ont été reconnues mondialement. Donc on a eu des prix aux USA, au Japon et en Union européenne en matière d'intelligence artificielle qui justement permet de transformer des boîtes et l'intelligence artificielle aujourd'hui est une opportunité extraordinaire pour l'Algérie pour réduire des écarts. Pour créer des raccourcis. Mais c'est une façon aujourd'hui où seront finis les moments où on doit aller chercher de l'information dans des centres de connaissances. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut faire en sorte qu'elle puisse assister l'être humain
avec ses problématiques et ses besoins, mais d'une façon aussi très intéressante, c'est que l'intelligence artificielle peut aussi répondre à des problématiques que nous n'avons pas anticipées et nous dire, en fait, tu n'as pas pensé à ça et ça, je vais te donner aussi d'autres besoins dont tu n'as pas pensé. Donc je pense qu'on a une très très bonne opportunité aujourd'hui pour réformer nos aéroports, pour réformer notre santé, pour réformer notre agriculture, le secteur du tourisme. En parlant de diaspora justement, ou de tourisme, ou d'investisseurs, aujourd'hui l'intelligence artificielle peut faire en sorte qu'on puisse rentrer à l'aéroport et ne pas attendre 1 heure à la PAF, ou bien attendre 1 heure pour récupérer son bagage. Donc les solutions, elles sont là. Il faudrait juste qu'on puisse trouver des moyens pour qu'il n'y ait plus de barrières juridiques, en fait. Voilà. Comme la signature électronique aussi. Alors voilà, merci beaucoup, Ophélia, de tendre cette perche. D'ailleurs, le président de la République avait insisté et continue toujours à insister sur la numérisation. Vous savez, juste la quantité de papier que l'Algérie imprime par an, c'est l'équivalent de plus d'1 milliard de dollars. Et donc, nous sommes les premiers à avoir déployé la signature électronique à plusieurs millions de documents en Algérie, mais pas qu'en Algérie, parce que nos solutions, encore une boîte algérienne qui met des solutions en Arabie Saoudite, en Égypte, au Congo-Brazzaville et d'autres pays en Union européenne et au Golfe. Et donc, bien évidemment que voilà, la signature électronique pourrait justement répondre à des besoins et des problématiques de circulation, de transporter un document d'un point A à un point B parce qu'il fallait l'imprimer. Et donc, pourquoi enrichir les boîtes étrangères? Donc, la signature électronique est un sujet extrêmement important dont j'espère qu'on va pouvoir régler plus rapidement, mais aussi des sujets d'intelligence artificielle où la très bonne nouvelle, c'est que l'Algérien est très numérique. Quand vous voyez l'Algérien, il peut vous manipuler un smartphone et donc cette notion... Très jeune même. Et justement, est-ce qu'il vous est arrivé d'être surpris par des idées développées ici en Algérie sans le recours à la diaspora? Alors, vous savez, je pense que s'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'innovation. Et c'est tout l'objectif. Je pense que chaque personne dans la vie doit avoir 1 ou 2 causes dans la vie. Moi, mes 2 ou 3 causes, c'est justement, je suis un amoureux de technologie pour les rallier à des processus, bien sûr, et transformer les choses. Mais avec notre équipe à CaptureDoc, on essaie aussi justement de penser différemment, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je crois que nous, les êtres humains, on doit penser différemment. Et pour revenir à votre question, que j'apprécie beaucoup, l'Algérien est très créatif. Et donc, il peut apporter des solutions innovantes. Même la façon de prendre le taxi aujourd'hui a changé, la façon de commander à manger a changé, la façon de louer son appartement a changé. Mais tout ça, c'est des startups, ils ont été créatifs et innovants. Ben justement, en parlant de start-up, vous êtes cofondateur de Algerian Startup. Donc le premier incubateur qui a été lancé en Algérie en 2009. Donc quel est le bilan aujourd'hui? Alors le bilan, c'est qu'en 2009, quand on avait lancé tout cela, c'était justement pour faire en sorte que d'autres personnes nous copient, donc c'est une contamination positive. Et donc on a lancé la première compétition de business plan en 2009. Et donc à partir de là, à travers les wilayas, à l'époque, je ne sais pas, je pense qu'il y avait plus d'une quarantaine. Et donc on avait fait jaillir 150 startups, 150 idées qui ont bénéficié de mentorat, d'accompagnement et de financement. Et il y avait quelques organisations qui ont dit, vous savez quoi, vous êtes des nullards, on va faire mieux que vous. Et c'était tout l'objectif d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine d'organisations qui justement continuellement organisent des business plan competition, des startup incubation et tout ça. Et c'est ça en fait tout l'avantage. Il y a des entreprises qui ont été créées, combien d'entreprises à peu près Voilà, en fait aujourd'hui, vous savez, si on doit compter le nombre de startups qu'on a coachées, elles sont en centaines. Il y a des très belles compagnies comme aujourd'hui... dans le domaine. Et je suis très content de voir oui, tout à fait. Je suis très content d'avoir un pays aujourd'hui qui a lancé un ministère des startups. C'est génial tout ça. Il y a une autre startup qui s'appelle ASF, Algeria Startup Fund, qui fait un travail fabuleux. Qui finance les projets. Qui finance les projets, Algeria Venture. Mais justement, moi, ce que je trouve très intelligent, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de construire des passerelles entre le public et le privé, justement pour catalyser et aller très vite, parce que nous vivons dans un monde qui change très rapidement. Et donc, il est très important de justement mettre ces outils, parce que beaucoup de gens maintenant me parlent de transformation digitale. Les entreprises de demain sont en train de penser à l'intelligence artificielle. Donc, c'est presque dire que la transformation digitale devient un sujet classique aujourd'hui. Donc, nous, les jeunes Algériens ou les moins jeunes, ont cette créativité qui fait qu'on va avoir de l'innovation en Algérie. Vous avez aussi décroché des prix, M. Rahmoun. Donc en 2022, c'est Excellency Award pour la meilleure solution en automation. Voilà. Et en 2003, Software
Innovation. Circular Innovation. Excusez-moi pour la prononciation. Voilà, ça c'est l'équipe de Capture Doc, c'est des jeunes Algériens qui sont basés ici, qui ont permis à cette entreprise, nous sans les ressources humaines, on n'est rien du tout, c'est leur entreprise, on a créé des solutions qui ont transformé certaines boîtes algériennes, mais pas que des boîtes algériennes, ils ont fait une rupture avec les anciennes méthodes qui leur ont permis en fait de nouvelles expériences à leurs clients et aussi de gagner de nouveaux marchés. Ça représente beaucoup pour vous? Ça représente beaucoup parce qu'en fait, beaucoup de gens me disent il ne fallait pas rentrer et tout. Je leur ai dit c'est possible. Donc le message que je lance aujourd'hui à la diaspora algérienne, c'est que vous êtes j'espère qu'il y en aura plus qui vont venir travailler dans des grands groupes algériens. J'espère qu'il y en a qui vont venir créer des entreprises. Et je veux dire aussi, il faut que nous, entrepreneurs, quel que soit le côté de la Méditerranée, trouver une solution pour stopper l'hémorragie, pour que si la communauté, si la diaspora fraîche augmente à l'étranger, ça veut dire qu'on a échoué. Rendons César à ce qui lui appartient. L'Algérie a fait un travail fabuleux en enseignement supérieur, mais l'économie doit suivre pour que ces ingénieurs et ces médecins et autres ne partent pas à l'étranger. Donc l'environnement s'y prête pour cette... Oui, l'environnement s'y prête et bien évidemment, il y a des entreprises aujourd'hui, alors on essaie de promouvoir la notion de responsabilité sociale. Vous avez une entreprise comme Ooredoo aujourd'hui qui a gagné beaucoup d'argent en Algérie, mais qui a mis aussi beaucoup d'argent pour mettre en place des incubateurs et tout. Donc aujourd'hui, bien évidemment qu'il y a une satisfaction personnelle de voir, et on s'en fait un point d'honneur, si demain il y a des gens de la diaspora qui viennent s'installer en Algérie, il faudrait qu'on fasse tout pour les aider. Il y a l'environnement aussi, en parlant d'environnement, il y a l'environnement économique, mais l'environnement tout court, aussi, c'est une lutte, c'est un message que vous passez quotidiennement aux jeunes. Tout à fait. Alors l'environnement aux jeunes et aux moins jeunes. Aux moins jeunes parce aussi. Que vous savez, je disais, chacun doit avoir une cause dans sa vie. Oui. Alors une des causes pour moi, c'est le geste polluant. On a le plus beau pays au monde. Quand je vais à la campagne algérienne, dans le Sahara, je trouve tout à fait désolant que des personnes puissent conduire une voiture à 50 000 $ et balancer une bouteille de plastique. Et donc notre initiative, c'est pas trop dans la collecte des déchets, mais trouver des moyens pour que justement ce geste polluant cesse. Parce qu'on est déjà dans une, je suis désolé de le dire, nous sommes déjà dans une crise écologique à travers ces plastiques qui se déversent. À travers le monde d'ailleurs. À travers le monde, mais je pense que quand même, Algérie aussi. En Algérie quand même, on a quand même ce geste polluant est quand même plus élevé que d'autres. Et donc à travers, avec Capture Doc, on essaye de sponsoriser justement, comme Azorontor par exemple, c'est un qui est en Kabylie, qui est en fait une région magnifique avec leur randonnée internationale. Donc quand on combine aujourd'hui tourisme, environnement, on met de la technologie autour, justement on peut accélérer et on peut montrer toute cette beauté algérienne à condition que ce geste polluant cesse. De transformer la société de l'intérieur. Voilà, effectivement. Au lieu de dire nettoyer, il faut montrer le geste polluant. Avant, comme ça pour l'éviter. Donc on a inversé un petit peu c'est la racine. Tout à fait. Voilà, ça c'est la racine exactement. Je pense qu'on peut avoir des milliards pour récolter les déchets. D'ailleurs, je voudrais aussi en passage voir un peu plus faire la comparaison. Voilà. Peut-être. Alors par exemple, j'ai appris que le budget à Bruxelles était des gestions des déchets était 3 fois plus petit que celui d'Alger, d'accord. Mais si on met beaucoup d'argent et que le geste polluant est très élevé, ça va être très très compliqué. Donc j'espère que on va. Alors très sensible, bien évidemment. J'ai étudié le nombre de bennes qui sont mis dans les rues par rapport au pourcentage des habitants. Moi, quand je conduis, je me dis, mais où sont passés les bennes? Après, on me dit, non, mais ils sont légers, c'est du plastique. Mais moi, j'ai une benne à Bouzaria qui est en métal, en acier. Elle dure depuis 15 ans et personne ne l'a volée. Donc, où sont passées les bennes? Mais le geste polluant, ça va être la cause. L'évolution du tri sélectif est vraiment... aussi. Oui. Alors, soyons réalistes, parce que je pense trouver des solutions dans tout ça. Tout à fait. Alors, le tri sélectif, je pense que parce qu'on, ça y est, c'est rentré dans les comment dire, dans les. Ça commence en tout cas. Dans certaines villes, ça commence très bien. Les gens font le tri systématiquement, mais tout à fait. Il y a des choses à développer en tout cas dans ce domaine. Je ne vais pas me substituer justement. C'est clair. Moi, je suis d'accord que le tri sélectif, il est important, mais je pense qu'il y a des étapes. Vous savez, les Hollandais, avant d'aller au tri sélectif, ils ont d'abord mis des bennes un peu partout, d'une façon intelligente.
après l'étape 2. Donc, comment on peut parler de tri sélectif s'il y a 0,001% de bennes par rapport à 100 000 habitants? Absolument. Donc, où sont passées les bennes? Et après, on peut parler. Mais je pense qu'il y a aussi des startups, on revient à la technologie, Ah, là, la technologie, accéléré voilà. justement Pour le tri accélérer le sélectif. process, On a investi voilà. dans des startups qui ont justement tout ça. Très bien. Donc voilà, peut-être pour terminer, un message pour les jeunes qui partent à l'étranger, qui cherchent à se perfectionner, cherchent des formations, à approfondir leur formation encore, à aller plus loin. Qu'est-ce que vous avez à... Moi, avant d'envoyer un message aux jeunes, si vous permettez, je voudrais déjà envoyer un message aux entrepreneurs pour dire que c'est à nous de bien réfléchir et trouver des solutions pour la rétention de ces jeunes, bien les payer, bien les reconnaître, bien les motiver. Bien sûr aussi les pouvoirs publics ont un rôle aussi pour faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse accélérer l'économie, mais résoudre des problèmes d'antan. Voilà. Mais un travail énorme a été fait dans ce sens par l'État. Oui, absolument. La preuve, je parlais d'ASF, oui. Algérie Adventure, ministère des Startups, tout ça. Par contre, est-ce qu'on peut faire plus? Bien évidemment. Moi, ce que je suis en train de dire en 2 mots rapidement, c'est qu'il y a des aspects juridiques qui sont en train de bloquer la transformation digitale et l'intelligence artificielle qui peut régler beaucoup de problèmes. Mais le message que je dirais aux jeunes aujourd'hui, c'est le suivant, c'est continuer à voir l'existant qui est là. Il y a aussi de très belles entreprises qui existent en Algérie. Essayez d'abord quelques expériences en Algérie si vous le pouvez. Et je comprends les jeunes qui veulent partir parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a d'autres raisons. Donc je leur dirais aussi que vous êtes il y a le pétrole noir et vous êtes notre horizon, comme l'ont fait dans mon téléphone portable aujourd'hui. Si vous l'allumez, je l'ai éteint bien sûr exprès par respect, mais dans mon screen, en fait, j'ai les 20 chouhada qui ont 21 ans et qui, pour moi, chaque matin quand je vois mon téléphone, c'est eux qui m'encouragent à revenir. Voilà. Quand vous aviez 21 ans, au début de cette séquence, Fela parlait d'un rêve. Oui. Est-ce que vous avez dépassé votre rêve? Est-ce que vous avez réalisé votre rêve? Pas du tout. Moi, le rêve de l'Algérie, c'est jusqu'au dernier souffle. D'accord. C'est ce que l'Algérie m'a appris. La Silicon Valley m'a appris à devenir efficace. L'Algérie, elle m'a permis justement de convertir la théorie en exécution. Et donc, ce pays-là, j'ai jamais vu une nationalité qui aime son pays plus que l'Algérien. L'Algérien est capable de mourir pour son pays. J'ai envie de vous défier tout de suite et Oui, de vous allez-y. dire que les Palestiniens en font autant, si ce n'est plus actuellement dans des conditions très difficiles. Et Une d'ailleurs, pensée pour les c'est Palestiniens. une pensée que nous avons particulière, oui. Tous les jours. pour nos amis palestiniens qui, justement, à Gaza, il n'y avait pas d'analphabétisme, il n'y avait pas de personnes vraiment en marge de l'évolution, justement, de la technologie et de la science. Et aujourd'hui, on a détruit toutes les universités de Gaza et toutes les infrastructures qui pouvaient contribuer à leur essor. Et c'est ce qui me fait motiver de travailler très dur, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où sois fort ou tais-toi. Et donc, nous devons travailler très dur. Et une des raisons qui me fait rêver, motiver, à nous tous, bien sûr, pour travailler dur, c'est justement de pouvoir aider nos frères et sœurs palestiniens. Amin. En tout cas, merci. On a été Merci ravis de de m'avoir invité. recevoir aujourd'hui, M. Rahmoud. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et C'était un merci plaisir. à Fela de nous offrir de si beaux moments et de C'était si un belles plaisir. rencontres. En tout cas, on vous retrouve dès la semaine prochaine en Djabia Dimanche. DZ, Avec dimanche plaisir. prochain, avec grand plaisir, je dirais. Et tout de suite, sans plus tarder, une autre chanson. Oui? Ah, ben, je pensais qu'on allait passer à la rubrique culinaire. J'allais Pas poser encore, la non, question non, pas encore. habituelle. Quel est votre plat préféré? Le couscous. Le couscous. Eh ben, on finira par proposer Tous un les, couscous dans tous cette les émission. invités aiment le couscous. En tout cas, voilà, on les aime en tout cas, ils sont dans notre cœur et c'est tout de suite qu'on vous propose cette chanson de Hamoud Al-Khadr, Filistin Biladi. Voilà, après cette chanson dédiée au peuple palestinien, nous avons le plaisir de vraiment recevoir ce matin Samira Hadjamar qui nous permet plein de voyages à travers le temps et l'histoire. Bonjour. Oui, bonjour. Ça Bonjour va à tous. Ça va. Samira, alhamdoulilah. le week-end a été bon? Elle a été très bon. Il a Très fait bien. beau en plus. Oui, Pas aujourd'hui, mais vous il a êtes fait baladée beau. dans Alger? Voilà, je me suis baladée, pas trop à Alger, mais dans un musée. Ah, on va pas mal. Au musée des Pas mal. Antiquités et des Arts islamiques. Alors, j'y suis allée cette fois-ci pour découvrir ou redécouvrir, je les avais déjà vues, c'est les tablettes d'Albertini. Je ne sais pas si tu les connais. En fait, non, je ne les connaissais pas avant que tu ne m'en aies parlé, donc j'ai fait une petite recherche.
Et oui, effectivement, on a beaucoup parlé de ces phases et périodes justement d'invasions diverses en Algérie. L'occupation vandale, on n'en a pas beaucoup parlé dans notre émission ou dans les autres émissions. Non, il n'y en a pas. On en a parlé une ou deux fois dans ma chronique, donc le samedi, avec Amel Lalmi qu'on salue d'ailleurs. Et donc ces tablettes sont importantes parce qu'elles témoignent du passage de la dynastie vandale en Algérie. Mais surtout les Vandales, ce sont eux qui ont fait... qui ont causé la chute de Rome. Donc nous, pendant des siècles, on a eu les Romains. Et juste après les Romains, c'est les Vandales qui sont venus. Qui sont les Vandales? Sont des Germains. C'est le peuple germain. C'est peut-être ça qui nous relie finalement aux pays comme le Danemark, la Norvège, enfin on va dire cette partie du monde. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte comment les Vandales ont vécu. Ce que les tablettes d'Albertini racontent, c'est comment les Vandales ont vécu d'une manière sociale. En fait, ils ne se sont pas installés aussi longtemps, on dira, que l'Empire romain. Non, ça a été une occupation de près d'un siècle, pas plus. Voilà, de près d'un siècle. Ils n'ont pratiquement rien laissé. On a retrouvé des fragments, on a une boucle de ceinture donc vandale, je crois, qui est au musée de Annaba. Les Vandales ont surtout occupé le côté est de l'Algérie, nord-est. Donc ils étaient à Ypres. Ils sont arrivés à Ypres. Le premier prétexte, bien sûr, il est religieux. Ce sont enfin, ils croient plus, ils ont adopté le culte, la religion catholique, mais ariane. Donc en opposition avec les catholiques qui pratiquent la Trinité. Voilà, donc pour eux, ils sont venus pour détruire, enfin voilà. Mais en réalité, c'était pour le blé, tous sans avoir de richesse et cupides de richesse et tout. Donc il y avait beaucoup dans cette région, en Algérie en particulier, dans toute l'Algérie. Donc ils sont venus. Les oliveraies et aussi justement tous ces champs de blé et de céréales. J'ai fait un petit montage vidéo, je ne sais pas si on peut le voir, il y a beaucoup d'explications. On va demander à la régie de le préparer, donc c'est un round-up un petit peu, ou un petit voyage à travers le musée que vous nous offrez. On va surtout voir les tablettes. Voilà. Résume un petit peu l'intérêt qu'il y a eu autour de ces tablettes, mais voilà, on va essayer de le dire quand même. C'était quoi ces tablettes? À quoi elles correspondaient exactement? Littéralement, elles servaient à quoi? C'est que c'est des actes notariés privés. Si quelqu'un, à l'époque, un vandale voulait, ou un habitant, un berbère,
voulait vendre une parcelle de terrain, des arbres, des oliviers. D'ailleurs, c'est ce qui est exposé, les 3 tablettes qu'on a vues dans le montage. C'est la vente d'arbres oliviers, d'un terrain, donc avec témoins, scribes, tout ça. Et ça peut être la liste d'une dot de la mariée, de la dot de la mariée. Ça peut être la vente de bestiaux ou d'esclaves ou de bestiaux, oui. Voilà, d'ailleurs les 2 timbres émis, l'un des 2 timbres était émis par Algérie Post et la vente d'un esclave de 6 ans, c'est mentionné. Les 2 timbres, en fait il y a eu 2 timbres, mais l'Algérie, je crois que c'était début 2000, avait prêté 3 tablettes ou quelques tablettes à la Suède qui avait organisé une exposition. Et en échange, je crois qu'il y a eu la restauration de quelques tablettes. En tout, il y a eu 50 tablettes qui ont été retrouvées. Toutes n'étaient pas en très bon état, mais plus de la moitié l'étaient. Et c'est grâce au climat de la région, donc un climat qui est sec. Voilà. Elles ont été découvertes du côté de Tébessa, n'est-ce pas? Alors, au pied d'un djebel qui s'appelle Djebel Marata, on est... il faut savoir que les Vandales se sont plus implantés en Tunisie. Là, il y a plus de vestiges. En Tunisie, il y a beaucoup, il y a des mosaïques, il y a des choses. Chez nous, on n'a retrouvé que ces tablettes, quelques fragments, des pièces. Mais tout n'a pas été découvert, hein, puisque ça a été découvert donc, à partir de 1928 par des agriculteurs et remis à Albertini, Eugène Albertini, qui lui a été directeur des antiquités au musée donc, d'Alger, qui a travaillé avec Stéphane Xel. Il a fait un travail, donc c'est un historien, mais aussi un épigraphiste. Donc c'est lui qui a fait la traduction complète. C'est écrit en latin, mais c'est une écriture cursive. Hein. C'est Néron qui a imposé cette écriture. Alors qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que même si les Vandales ont détruit la civilisation romano-africaine donc en Algérie et ont causé la chute de Rome, ils ont quand même continué à utiliser la langue romaine, donc latine, et dans tout ce qui était relations administratives. Donc ils ont respecté plus ou moins ça. Ils ont la réputation d'être des pilleurs, des saccageurs, des gens qui ont usé de violence. Oui, on parle bien de vandalisme. C'est Voltaire qui l'a mentionné, ensuite au XVIIIe. Ensuite c'est un pape, le pape Grégoire, je crois, qui a utilisé le mot la première fois pour désigner le vandalisme, donc qui représentait les Vandales. Voilà. Ils sont arrivés au moment où Saint-Augustin était malade et il a décédé juste peu après l'invasion des Vandales. Juste après les Vandales, c'était la dynastie, on va dire l'Empire byzantin qui a réussi à les faire tomber. Ils n'ont rien laissé, ils sont partis en fumée. On n'a pratiquement rien du tout. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de vestiges, effectivement, de cette époque-là. Quelques-uns se sont réfugiés en Kabylie, donc du côté de Béjaïa, enfin aux alentours. Et juste après, il y a eu les Omeyyades, donc l'avènement de l'islam. Et les Byzantins ont reconstruit sur justement des vestiges existants. Et voilà. Mahfoud Qaddash, donc l'historien. Elles sont petites les tablettes, c'est ce que je voulais souligner. Elles sont toutes petites, elles mesurent, je crois, j'ai noté de 10 à 26 cm. Je m'attendais à avoir de grandes tablettes non, et finalement. Pas celle de Moïse. En fait, elles mesurent entre 10 à 26 cm de long et la largeur c'est 2 à 10, ça dépend. Alors, ils utilisaient parfois juste le recto ou le verso et parfois les deux. Et ils pouvaient effacer et réécrire. Bon, pour te dire, je ne sais pas si c'est l'ancêtre de l'ardoise, ou de la tablette actuelle qu'on utilise. En tout cas, il y a de l'idée dedans. Mahfoud Qaddash nous dit que le siège de Ypres, donc Ypres ou toute la région, Annaba, donc voilà, Annaba, dont le nom Annaba revient à Khirdin Barberos, puisqu'à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Il y avait l'Annab. D'abord Ypres. L'Annab, voilà, Bilad le Jujube, je sais pas, voilà, c'est ça, par les Omeyyades. En tout cas, le siège aurait duré 14 mois et quelle réputation avaient les Vandales? En réalité, ils aimaient la vie, ils aimaient tous les plaisirs de la vie et c'est peut-être ça qui a provoqué leur chute. Voilà. Possible voilà. Que ce soit cela. En tout cas, c'est bien d'avoir comme ça un regard. Et voilà, on va rappeler que toutes ces tablettes qui racontent une époque un peu méconnue chez nous, l'avènement des Vandales dans ce pays. Donc, on peut les découvrir au musée national des Antiquités. Oui, il faut aller visiter. Il y a, on va dire que c'est des objets rares. C'est un objet rare, c'est une pièce de musée très rare.
et qui renseigne sur une partie de notre histoire, et non des moindres, puisqu'elle a causé la chute de Rome. Voilà, c'est de l'Empire, de la ville de Rome d'abord. Hein. Elle a été saccagée par les Vandales. Voilà. Merci pour ce voyage au 5e siècle. Donc on dira ça. Voilà, on était au 5e siècle, on aurait dû le préciser, mais c'est mentionné sur les tablettes. Oui, tout était écrit grâce à vous. En tout cas, on a été ravis de faire ce petit bond dans l'histoire. Et ravis, nous serons de vous retrouver dans une semaine. Inch'Allah, avec plaisir. Ce sera Ramadan. Ah, possible, possible. Oui, c'est vrai. Le 10, c'est Ramadan. Si ce n'est pas le 10, le 11, on n'y échappera pas. Donc ce sera début Ramadan pour nous. Inch'Allah. Merci infiniment. Passez une excellente journée. Pareil, merci. Ma belle, j'allais dire. Donc, à vous qui nous regardez ce matin, j'imagine que vous êtes habitués maintenant à cette séquence consacrée à l'art culinaire algérien. Saveurs algériennes, c'est pour tout de suite avec Soumia Zerouali. Donc, et son plat du jour. C'est parti. Bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Vous l'aurez compris, c'est votre espace culinaire de la matinale. Il s'agit bien évidemment des saveurs algériennes. Je suis en très bonne compagnie comme à chaque fois et ce avec plaisir. Je rencontre... Plaisir partagé. Merci beaucoup, Chef Fatah. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Très bien. Alors, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, Chef Fatah. C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver ici, à goûter à vos saveurs. Alors, Chef, oui. Aujourd'hui, on a une recette des plus savoureuses, comme à chaque fois. Avec du poulet. Oui, donc, avec du poulet. Cette fois, on a du poulet, citron et gingembre. Poulet, citron et gingembre. Voilà. Alors, pour notre recette, chef, on aura besoin de quoi? Il y a peu d'ingrédients. Vraiment peu d'ingrédients. Du poulet. Moi, j'ai choisi la cuisse. On peut mettre du blanc aussi. Oui. Des oignons hachés. Oui. Du gingembre. Super. De l'ail. Oui. Poivre noir. Oui. Et du citron confit. Citron confit. Voilà. Ça, c'est fort en goût, hein? Vous pouvez le faire. Oui, merci. Voilà. C'est très fort en goût, le citron confit. Ouais. Et c'est très facile à réaliser, c'est juste du citron avec du sel. On lave bien le citron et on le met dans un récipient hermétiquement fermé. Et puis on le laisse à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et puis notre citron est... On obtiendra ceci. Exactement. Voilà. Allez, on commence? Oui. Haya, bismillah. Donc, toujours l'huile d'olive. Filet d'huile d'olive dans notre plat qui va... Et on va il ne va pas au four. Non, pas au four, non. Donc, on va mettre notre cuisse, comme ça. Ouais. On va la faire sur le feu, comme ça. Ah oui, on va la faire dorer un petit peu sur le feu. Sur le feu. Oups. À feu moyen, hein. Sur feu moyen, on va faire dorer notre poulet, notre cuisse. Pour nous, ça sera la cuisse. Ouais, c'est ça. Pour vous, vous allez, selon le nombre de votre famille et puis selon les membres de votre famille, je veux dire. Exactement. Et le nombre aussi. Le nombre de personnes. Oui, le nombre de personnes. Voilà. Et puis selon vos préférences aussi, hein, naturellement. Exactement. Et puis on va pouvoir ajouter le roi de la table, l'oignon. Le roi de la marmite. Oh, le roi de la marmite, allez. Voilà. On va laisser mijoter comme ça un petit peu. Oui. Avec le poulet. On va laisser mijoter notre poulet. Exactement. Avec l'oignon. Avec l'oignon. Voilà. Et puis on va rajouter du gingembre. On va assaisonner. On peut mettre du gingembre frais ou bien du gingembre moulu, c'est pareil. Hein. Oui. D'accord. Le gingembre frais, c'est mieux. D'accord. Un peu d'ail. De l'ail. Oui. Donc gingembre, ail et... Poivre noir. Poivre noir. Juste un peu. Oui. Et le citron confit. Voilà. Citron confit. Et on va pas rajouter du sel, parce que le citron va... Allez, venez par là s'il vous plaît, chef, comme ça on peut, voilà, on peut voir. Donc on a notre poulet auquel nous avons ajouté les oignons. On a mis un filet d'huile d'olive, bien sûr, pour faire dorer. Et puis on a assaisonné donc gingembre, ail et dites-moi, et poivre noir. Poivre noir, voilà, c'est ça. Et on a rajouté le secret de la recette, l'astuce du chef,
c'est le citron confit. Confit, voilà. Qui va apporter beaucoup, qui va relever le goût, qui va apporter beaucoup de saveur. On va couvrir. Ouais, on va couvrir. Voilà. Voilà. Une dizaine de minutes comme ça. Oui, et on va parfait. rajouter un verre d'eau. D'accord. Un verre d'eau pour la quantité qu'on a pris. Donc on va laisser cuire laisser mijoter sur feu moyen. Feu moyen, voilà. Par la suite, on va ajouter un verre, vous dites Un verre d'eau. un verre d'eau pour obtenir une petite sauce. C'est ça, Oui. c'est ça. Et puis on va attendre la cuisson tranquillement. Oui, voilà, on va attendre. Il faut évidemment penser à respecter le temps de cuisson. C'est très important. Cuire les aliments sur peu d'eau et délicatement, je veux dire, leur donner le temps de cuire blaqal et tout. Les aliments, ça, oui. c'est très important. C'est très important. Jamais sur un feu vif, sauf la viande, quand on grille la viande, sinon... C'est ça. Jamais sur feu vif. Mijoter, ils disent mijoter. Et puis savoir choisir ses ustensiles aussi. Exactement. Hein? C'est très tout important. ce qui est fakhar, tout ce qui est... Moi j'adore tout ça. Ouais. Tout ce qui est Ça, traditionnel. c'est une cuisson, ça vous garantit une cuisson particulière des aliments, une saveur extraordinaire. Exactement. Hein? Exactement. Voilà. Donc on va attendre que ça cuise. Voilà. Bon, ça commence Parfait. déjà. Ça commence déjà. Ça hein? commence, oui. Vous voyez, ça commence déjà. Et ça sent bon, hein? Oui, oui, ça dégage, ça dégage. Ça dégage. Alors, l'odeur du citron confit, c'est... Il est un peu C'est spécial. particulier, elle est vraiment spéciale. Je ne m'attendais pas à ça. Même je le goût, m'attendais même le goût. Ça donne un bon goût. Oui, tout à fait. C'est un mélange entre citron et sel. Absolument. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en cuisine, on peut remplacer quelques aliments par d'autres, comme le sel. On peut le remplacer avec certaines épices. Oui. Tout comme généralement les médecins nutritionnistes conseillent pour les gens hypertendus, les personnes qui veulent réduire un petit peu leur consommation en matière de sel, avec une épice. C'est le cumin. Le cumin, oui. Alors le cumin, ça a un goût un petit peu qui se rapproche du sel et c'est très conseillé de remplacer le sel avec du cumin. Voilà. Allez, chef, c'était l'info du jour. Je ne sais pas ce que vous utilisez vous pour remplacer le sel. Ben, y a pas mal d'épices maintenant, surtout lorsqu'on mélange des épices comme ça. Maintenant, il y a sur le marché quand même beaucoup d'épices. Beaucoup d'épices. Il y a des on a le choix. Hein. Il y a des spécialistes maintenant, ils vous font tout ce que vous voulez. Ouais. Ben voilà. Notre plat, il est en train de cuire tranquillement. Il est en train de cuire tranquillement et puis ça va prendre à peu près une trentaine de minutes. Ça va prendre une trentaine de minutes. Voilà. Souvenez-vous, on est en train de faire dorer notre poulet. Par la suite, on va rajouter un verre d'eau. Voilà. Et on va laisser cuire tranquillement une trentaine de minutes. Oui. Et la cuisse, ça cuit rapidement. Ça cuit rapidement. Voilà, et on se retrouve tout de suite après pour vous présenter la recette du jour. À tout de suite. Alors, verdict, chef. Notre poulet citron gingembre est prêt. Super. Voilà, il est là. Faites entrer la cuisine. Allons-y. Il est chaud. Faites attention. Et voilà. Super, ça sent bon. Voilà. Donc. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Alors, donc poulet. Je me suis oubliée. Hein. J'attends ma minute solitude, minute dégustation. Allez, regardez-moi ce beau morceau, cette belle dorure et cette sauce. Vous pouvez pas imaginer l'odeur, les saveurs qu'on a ici. Franchement, chef, il y a que ça. Hein? Avec un grand plaisir. Ça sent très oui, bon. ça, c'est le citron confit. Oui. Il y en a qui le mangent, il y en a qui aiment. Oui, il y en a qui aiment, mais... Après, il faut aimer, hein. Le manger, il faut aimer. Mais c'est vrai que ça dégage une saveur particulière. Vous pouvez goûter ça. Il faut juste vous mettre un petit peu ici. Ah, super. Je peux goûter du coup? Bien sûr. Je vais chercher ma cuillère magique. Non, une fourchette, je pense, c'est mieux. Oui. Allez, fourchette. Vous pouvez goûter et ils vont me dire. Bismillah, hada c'est le citron. C'est le citron confit, voilà. Citron confit, hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Bismillah.
C'est pas un piège. Non, 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 c'est pas un piège. Non, il est bon. Il est bon. Très bon même. Mais là, Il est bon. Un petit peu salé, mais il est bon. je m'attendais pas à ça. Ah oui. Non, c'est vraiment très bon. C'est délicieux. Oui, oui. Alors pour ceux qui aiment ça en tout cas, vous avez parfaitement raison. Non, c'est... On va goûter au poulet? Bah oui. Oui. Ça attaque. Là, ici, le mec, merci. Allez, aujourd'hui, je vais partager. Hein. Je vais il y en partager a ça pour avec l'équipe. tout l'ensemble de l'équipe technique. Voilà, qui, regardez, même la ah oui. cuisson, elle est parfaite. Oui, c'est vrai. Alors, Même la regardez, je vais cuisson. vous montrer. Voilà. Voilà. Même la Donc, cuisson. le poulet garde, c'est-à-dire cette texture qu'on aime bien, Oui, qui est tendre. Tendre, C'est du, voilà, c'est c'est, regardez, la chair, c'est très tendre et c'est juteux. Voilà. C'est juteux. Moi, j'aime bien quand c'est La comme cuisse. ça. ما نحبوش ناشف, le poulet. Le blanc, il dit nachef, mais la cuisse, Oui, non. la cuisse, non. elle est plus juteuse. Mais je pense qu'avec cette recette et avec cette Non, sauce, même moi, le je blanc ne préfère- sera pas très Oui. nashef. Hein. Non, non. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais moi, personnellement, je préfère la cuisse. Ouais, ouais, plus moi juteux, aussi, voilà. moi aussi. Donc, Allez, on voilà, va goûter. sartek. Bismillah, merci. Sartek. Bismillah. Sartek. Ah oui, hein. Ça change. Très très bon. Juste avec une petite sauce comme ça, et puis on peut l'accompagner avec du riz blanc, avec... voilà, ça va parfaitement avec du riz blanc. Avec une purée de pommes de terre Avec une purée aussi. aussi. Oui. Avec Voilà. cette petite Ouais. sauce sur notre purée. En tout cas, avec ça, c'est délicieux. C'est avec un grand plaisir, toujours. Merci. Là, Merci c'est- beaucoup, chef. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, C'est saveur fini pour algérienne? aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà, alors l'astuce du chef, c'était bien évidemment sans citron confit. Pouvez vous aussi le préparer à la maison? Juste un petit rappel Oui. pour le c'est- citron confit, comment le Donc prépare-t-on? on le coupe à 4 et Ouais. on va mettre du sel à l'intérieur et on le dispose dans un récipient hermétiquement fermé, on remplit, on ferme pendant 1 mois et demi et c'est prêt. Et c'est prêt. Et Il vous faut pouvez donc, toujours laver le citron confit avant de le mettre bien sûr, et ne pas rajouter de sel. Voilà, Ouais. parce que c'est déjà salé, donc ouais. si vous rajoutez du sel, ça va être salé. Du sel à votre recette, hein. Voilà, Il faut pas pas de sel. sel. Voilà. Enfin, moi personnellement, je... Non, non, je c'est mets pas de sel. parfait, c'est parfait, c'est Voilà. parfaitement assaisonné. Voilà. Donc merci, chef Yatek Saha. C'est avec un grand plaisir. Merci, Voilà. c'était délicieux, chef, c'est vraiment très bon. Allez, je vais dire comme l'équipe technique, et vous aussi, vous pouvez très bien reproduire notre recette, la recette du chef. Ouais. Elle est très facile à faire. Et puis vous pouvez préparer votre citron confit dès aujourd'hui à la maison, À la maison, et facilement. puis c'est la saison maintenant. Voilà, vous avez, Voilà. grâce au chef, tous Et ces secrets. Ramadan qui arrive, donc on aura besoin. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai, Voilà. absolument. Mais écoutez, chef, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Soumeya. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Et merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de saveurs algériennes. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le Gardez sourire, le sourire. c'est important. Salam. Attends. Voilà, donc notre invité est déjà là et on discute déjà de la thématique. Et de quoi s'agit-il, me diriez-vous? Donc il s'agit de cette journée mondiale consacrée à la faune sauvage et on en parlera justement avec le regard très expert de M. Salah Mokran, qui est inspecteur du patrimoine culturel auprès de l'Office du parc culturel de La Hagar actuellement. Il a dirigé également l'Office national du parc culturel du Tassili également, il y a quelques années, avant de prendre part à un grand projet national visant justement à la préservation de notre biodiversité. C'était un programme de conservation de celle-ci et aussi à travers les parcs culturels en Algérie avec le soutien du PNUD. Il est également donc expert et membre du comité culture auprès de la Commission nationale de l'UNESCO Algérie. Donc ravi de vous retrouver, Salah Mokran. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes un grand voyageur. Hein. Oui, bien sûr. Et vous êtes actuellement parmi les experts les plus intéressants pour ce qui relève de cette richesse du sud algérien. Oui, bien sûr. Donc, comme vous avez un peu brossé le parcours
en matière de gestion. Sans être exhaustif, hein, je citais les principales escales. Voilà. Donc, parmi comment dire, les richesses que nous avons gérées donc, et contribué donc, à maintenir et préserver et aussi donc, pérenniser pour les transmettre aux générations futures, c'est la diversité biologique et la faune. Et à l'occasion de cette journée, la journée de la vie sauvage. Pas que de la faune, mais c'est la vie sauvage. Donc, voilà, parce qu'on a l'impression que ces parcs culturels sont là juste pour veiller au grain par rapport à l'héritage culturel, notamment donc toutes ces belles gravures rupestres, par exemple, parsemées dans le Gard, le Tassili, etc. Et tant d'autres vestiges, mais il n'y a pas que cela, il y a aussi donc la culture, mais il y a aussi cette richesse faunistique qui est d'une grande importance. Bien sûr, l'environnement globalement et aussi à travers toutes les composantes, donc que ce soit les écosystèmes ou aussi donc la diversité spécifique à travers les espèces de faune et de flore. Dont regorge ces territoires du Sud et aussi à travers le territoire national, donc avec des systèmes de protection et de gestion. Donc on a maintenant d'importants systèmes mis en place par l'État, donc que ce soit à travers les parcs nationaux du Nord, donc qu'on connaît, et aussi les parcs du Sud. Tout cet ensemble de gestion technique et administrative plaide pour une meilleure conservation de ces espèces, parce qu'aujourd'hui on en parle de... Oui, parce que si on a bien inventorié, si on a bien recensé, si on a bien décortiqué, documenté, etc., si on a bien digitalisé, ça nous amène à la thématique de cette année. D'ailleurs, la thématique de cette année, la vie sauvage et tout ce qui est numérique. On est dans l'ère du numérique, donc il faut que toute cette technologie, cette révolution numérique profite aussi, soit mise à profit pour permettre de préserver la vie sauvage. Et ça va aider peut-être certains experts qui seraient sur le terrain à identifier des spécimens rapidement avec l'aide de l'intelligence artificielle, par exemple. D'ailleurs, beaucoup de technologies aujourd'hui donc, sont là pour permettre cette avancée dans la documentation, parce qu'aujourd'hui, pour photographier, pour suivre la faune, on utilise des moyens technologiques. On parle des caméras trappe pour tout ce qui est relevé, donc suivi de la faune. On utilise les drones même dans le suivi. On utilise des colliers donc, liés donc, à de la data donc, donnée par les satellites. Donc on comprend mieux l'évolution de la vie sauvage, donc l'évolution des espèces à travers leur environnement, ce qui va nous permettre de mieux les préserver, parce que si on les préserve, on se préserve nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas oublier que cette vie sauvage, donc tout ce qui est dans la nature, c'est ce qui donne vie à l'homme, en commençant par l'air, bien sûr, et aussi on tire tout de la nature, tout ce qu'on mange, tous nos médicaments, on les tire de la nature, bien sûr, surtout avec les savoirs maintenant. Il faut aussi lier, donc on parle de l'ère du numérique, mais il y a aussi les savoirs traditionnels, donc les savoirs écologiques détenus par les populations à travers le territoire national. C'est avec ça qu'on peut donc non seulement préserver, mais utiliser durablement. C'est ça le défi. Oui, il faut dire que certaines populations ont ça dans le sang. Nous citons par exemple la population Touareg qui, elle, a le respect de l'environnement et qui a sa manière à elle d'y contribuer, contribuer à la préservation. Je vous dis, pas que la société Touareg, mais toutes nos sociétés par traditionnelles. Exemple, les villages en montagne. En montagne, que ce soit en Kabylie, dans les Aurès, dans l'Orasnes, à l'Oranie, dans le sud, etc. Donc, parce que les gens sont près de la nature. Ils sont près de la nature, ils sont respectueux de cette nature. Bien sûr, parce que lorsqu'on est près de quelque chose, on le comprend mieux. Parce que lorsqu'on comprend mieux, donc on fait un peu plus d'efforts pour le protéger et le maintenir. Donc, d'ailleurs, dans nos traditions, l'utilisation, que ce soit de la faune et de la flore, on parle beaucoup plus de prélèvement traditionnel que de chasse, que bien sûr, de destruction, dommage qu'on en voit aujourd'hui.
Je profite de cet espace pour saluer les efforts, en tout cas, de l'Association nationale de la vie sauvage, créée il y a 2 ans, et qui devait avoir un représentant parmi nous et qui n'a pas pu venir pour des raisons très importantes, on dira. Voilà, et donc cette association comprend des scientifiques, un nombre de scientifiques et de passionnés qui ont, par leurs photographies, leurs vidéos, leurs observations, permis justement de découvrir de nouvelles espèces qui se sont installées chez nous, et surtout des espèces genre papillons et certains oiseaux, etc. Mais nous, aujourd'hui, on va focaliser un peu plus sur la faune sauvage, si vous le permettez, Salah Hamqoran. Cette faune sauvage, donc, qu'on peut observer en voyageant à travers, par exemple, le Hogar. Hein, quand, bien sûr. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des spécimens et des petits troupeaux de... Je ne sais pas si on peut parler de troupeaux par rapport aux mouflons. Et ben, il y a des petits groupes, donc. Des petits groupes, voilà, 3 à 4, 5 par 3 à 4 et qui escaladaient la roche pendant que nous faisions notre ascension vers la Scrème, par exemple. On les voit. Et bon, comme vous le dites, bien sûr, aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont faits dans les efforts de cette association, et il y a beaucoup d'associations aussi, même des associations thématiques qui font des thématiques en matière de biodiversité, associations pour l'ornithologie, pour la faune, les mammifères, etc. Et c'est important de le souligner parce que cette évolution numérique est là aussi pour accompagner. On observe beaucoup de jeunes et aussi d'amateurs de la nature, bon, d'ailleurs on les salue, qui ont des pages Facebook importantes, hein, donc pour présenter la diversité de notre nature à travers toutes les régions et toutes les wilayas. On a comme ça pour les citer, donc et les saluer aussi, donc des gens, des collègues, des amis de Tindouf qui travaillent sur la zone de Tindouf, ici à Blida et tout. Donc tout ça donc, permet non seulement de faire connaître et aussi de sensibiliser à l'intérêt de préserver de ce que vous dites. D'ailleurs, oui, absolument. Et les intérêts divergent, hein, parce que quand on est un peu plus au nord, on a des spécimens qui se reproduisent beaucoup plus qu'avant parce que la chasse a été à un moment donné interrompue. Donc il y a des opérations justement menées par la direction des forêts pour ce qui relève du sanglier, par exemple, dans nos montagnes. Mais au sud, en revanche, il y a une rareté de certains spécimens. On voit dans les articles, voilà, on a observé un guépard dans telle région et ça fait la une des journaux. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? D'ailleurs, déjà, il ne faut pas oublier, donc, dans le Grand Sud, on est dans un environnement aride et hyper aride. Donc les espèces de faune et de flore sont rarissimes par rapport à tout ce qui existe au nord. Absolument. Donc, maintenant, on avait parlé on a évoqué les grands mammifères. Bon, aujourd'hui, ces espèces diminuent par rapport aux années précédentes, aux décennies précédentes, par conjugaison de plusieurs facteurs, des facteurs climatiques et des facteurs anthropiques, bien sûr. Il y a aussi la dégradation du climat fait que donc il y a des spécimens en tout cas rares qui vivent chez nous, tels le guépard. On n'a plus le temps de... Malheureusement, c'est la fin de l'émission, je vois le générique voilà, qui monte. Et donc, voilà, monsieur Amokram, peut-être qu'on développera davantage une autre fois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre pays recèle des richesses faunistiques incroyables et parmi les spécimens les plus rares au monde, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Donc, on y reviendra. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'était à l'occasion, vous interveniez à l'occasion de cette journée mondiale dédiée à la faune sauvage et bien sûr à sa préservation chez nous. Voilà, on a vu un petit peu où ça en est. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de journée avec la suite de nos programmes, pourquoi pas sur Canal Algérie. Passez une bonne journée, à très vite.